Debout et silence. L'audience du 22 mai 2025 est maintenant ouverte. Tous. On peut s'asseoir. Bonjour, bonjour. Identification des parties. Bonjour, M. le commissaire. Vincent Ranger pour la commission. Je vais Ranger. Bonjour, M. le commissaire. Bonjour à tous. Sébastien Laprise, l'Anglois avocat pour la Société d'assurance automobile du Québec. Bonjour, M. le commissaire. Bonjour à tous. Audrey Gagnon de chez l'Anglois avocat pour la Société également. Matin. Bonjour, M. le commissaire. Edith Geneviève Giasson pour la Société. Bonjour, Marie-France Levet de Bernard Roy pour le procureur général du Québec. Bonjour. Alors, bonjour, monsieur. On va vous assermenter. Ranger. Donc, bonjour. Bonjour. Vous affirmez solennellement de dire la vérité et toute la vérité. Dites « je l'affirme ». Je l'affirme. Vous verrez, OK, Je c'est bon, l'affirme. c'est bon. Vos noms et occupations? Martin Després, je suis conseiller stratégique au secrétariat du Conseil du Trésor comme conseiller en gestion des projets d'infrastructure majeure. Merci. Votre témoin. Merci. Alors, bonjour, M. le commissaire. Peut-être avant de commencer avec M. Després qui est présent ce matin, peut-être juste un petit mot introductif. Donc, nous allons commencer ce matin un nouveau bloc de témoins qui va porter sur des auditeurs de la Société d'assurance automobile du Québec. Donc, vous allez entendre là, ce matin une première personne qui a été impliquée dans les audits. Ça sera suivi d'un Martin Lapierre et de Daniel Pelletier, donc 3 personnes qui ont été impliquées dans les audits. Donc, un bloc qui va nous occuper pour quelques jours. Au fin de ce bloc-là, nous avons préparé des pièces que nous souhaitons produire en bloc. Donc, elles ont été communiquées là, aux parties. Il s'agit de 32 pièces dont je crois que vous avez la liste. Oui, on m'a donné une liste, donc effectivement, ça va être beaucoup plus simple. Oui. Alors, donc, elles sont déjà cotées, déposées en bloc, ce que je comprends avec l'accord des parties. Alors, ce qui fera en sorte que je pourrai suivre avec la liste des pièces, là, une fois que vous aurez demandé à Mme la greffière adjointe de les montrer à l'écran. Effectivement. Monsieur le commissaire, avec votre permission, juste vous signaler que peut-être que je solliciterai votre indulgence là, parce qu'on a reçu les nouvelles cotes ce matin. On avait déjà les pièces relatives au témoignage là, de la vérification interne. Oui. Mais ce matin, on nous a remis là, les nouvelles cotes, donc on va essayer de s'y retrouver, là, mais sachez que notre préparation a été faite en fonction de la cote attribuée hier et non pas celle de ce matin. OK. Donc, je comprends tout à fait. Là, et on s'ajustera. Puis, si jamais il y a quelque chose, je compte sur vous pour nous le signaler. Puis, vous laissez le temps également de faire votre travail adéquatement. Ça va? Merci, M. Comme à le commissaire. l'habitude. Merci. Je pourrais faire la traduction entre les anciens numéros et les nouveaux numéros. Oui, ce qui serait apprécié parce que là, définitivement, je comprends que je rends comme une ordonnance de déposer en bloc. Là, donc, c'est fait. Alors, et au fur et à mesure, là, on pourra les identifier pour que nous puissions les identifier, mais également, je dis toujours, c'est une commission d'enquête publique et que le public ait accès à ces cotes-là. Ça va? Pardon, M. le commissaire, est-ce que vous les déposez dès maintenant? Oui. Alors, tout va être déposé en bloc, je comprends, de 26P65 à Je les ai. 26P96. Donc, tous ces documents sont déposés en bloc avec les cotes respectifs et vous avez, je comprends, dans la liste des pièces, les pièces ont tous été identifiées, donc portent tous un titre, là, et vont porter le même titre sur le site Internet lorsqu'ils seront déposés. Oui, tout à fait. Ça va, Maître Ranger? Parfait. Un dépôt en bloc. Parfait. Alors, sans plus tarder, bonjour, M. Després. J'espère que vous allez bien ce matin. Très bien, merci. Est-ce que vous pouvez peut-être commencer par nous présenter votre parcours professionnel en quelques mots? Certainement. Moi, je suis ingénieur forestier de formation. J'ai travaillé 8 ans, là, grosso modo, au ministère Fonds de Forêt-Parc. Entre autres, pendant cette période-là, j'ai été amené à implanter un système de gestion de la qualité, là, ISO 9001. J'ai aussi occupé des postes de chargé de projet. Puis, entre autres, dans l'implantation d'un système ISO 14001, bien, on doit implanter la fonction d'audit interne. Puis ça m'a amené beaucoup à travailler au niveau des processus, contrôle, les risques, là, aux différents niveaux au niveau de l'entreprise, là, du ministère. Donc, c'est de là un peu là, mon expertise au début là, en audit interne. Puis si je peux me permettre, là,
Monsieur le commissaire, pour vous expliquer un peu les 3 lignes de maîtrise. Là, je pense que ça serait quand même à propos là, présentement. C'est que nous, on se base un peu sur les normes internationales de la IAIA, ce qui comporte 3 lignes de maîtrise. La première... Juste l'acronyme, peut-être, pour les fins de tout le monde. Oui, l'acronyme, pardon, c'est la norme internationale de l'audit interne. Là. Parfait. Donc, au niveau de la première ligne de maîtrise, mais c'est beaucoup dans les opérations. Hein. Donc, eux, ils ont des risques, ils établissent des contrôles là, pour essayer de diminuer leurs risques. Par la suite, bien, la deuxième ligne de maîtrise, là, qui est, entre autres, là, les contrôles financiers au niveau contractuel. Donc, eux ont des lignes un peu plus horizontaux là, dans les organisations. Donc, ils ont des deuxièmes lignes de maîtrise, de contrôle, encore là, pour faire diminuer les risques dans l'organisation. Finalement, bien, puis moi, comme coordonnateur ISO, mais là, j'étais plus au niveau de la deuxième ligne de maîtrise, là, donc en assurance qualité. Mais on va en parler un peu plus tard. Là, mon rôle d'auditeur interne à la SAC, c'est autrement. C'était plus au niveau de la troisième ligne de maîtrise, qui, eux, s'appuient sur les contrôles de la deuxième ligne et aussi de la première ligne pour s'assurer que ces contrôles-là sont efficaces et efficients là, pour encore là essayer de diminuer les risques là, dans l'organisation. Puis, ultimement, bien, l'audit interne mais relève là, de la gouvernance là, du projet. Le cas, nous, présents, bien, on relevait directement là, du comité d'audit, sous-comité du conseil d'administration. Là. Bon, on y viendra dans quelques instants. M. Després, peut-être juste nous expliquer d'abord comment vous êtes arrivé à la SAQ. Exactement. Puis en fait, bien là, vu que j'avais un appétit un peu de ça, de l'audit interne, mais j'ai vu qu'il y avait un poste là, qui était affiché là, à la SAC. Puis à l'époque, la SAC, là, c'était vraiment pour moi là, une très bonne place où aller travailler. C'était vraiment bien, c'était très réputé, la SAQ, là, au sein du gouvernement. Puis même la boîte d'audit interne là, était citée, là, puis c'était une référence, là, je peux dire, là, dans le monde de l'audit. Je m'en rappelle, on se faisait souvent appeler là, pour ça. Donc, j'ai appliqué sur le poste, je l'ai eu. On se rapporte à quand, ça? À 2015, là, à peu près, oui, 2015. 2015-2016, de mémoire. Par la suite, j'ai passé 1 an là, comme vérificateur dans l'équipe de vérificateurs. Puis par la suite, je suis allé dans l'équipe là, de vérificateurs du projet CASA. Puis j'ai quitté à peu près en 2023 pour aller au Conseil du Trésor, au secrétariat du Conseil du Trésor. Là. Exactement, ouais, au projet majeur. Projet majeur. Donc, peut-être plus, donc, vous nous avez dit que vous étiez dans l'équipe générale de vérification donc, à votre entrée. Pouvez-vous nous expliquer un peu la structure là, de ce qu'on va appeler la DVIEP? Peut-être nous dire, bien, je peux, pour les fins du commissaire, la direction de la vérification interne et de l'évaluation des programmes. Peut-être juste nous présenter un peu la structure ou comment ça fonctionnait, la DVIEP. Certainement. Il y avait trois équipes, en fait, au sein de cette direction-là. Il y avait l'évaluation de programme, qui était une équipe qui faisait de l'évaluation. Il y avait l'équipe de vérification, vérifier les rapports annuels, puis d'autres mandats de vérification. Puis il y avait l'équipe là, attitrée là, au projet là, CASA, là, parce qu'initialement, dans la gouvernance de ce projet-là, il avait été décidé d'avoir une équipe dédiée d'auditeurs internes là, pour suivre ce projet-là en continu. Là. Et donc, c'est quoi votre premier contact là, avec quand vous quittez l'équipe généraliste de vérification là, au sein de la DVIEP? Sur quel projet vous travaillez? Bien, en fait, j'ai commencé à travailler... mon premier mandat que j'ai fait là-bas, c'est au niveau de la gestion intégrée des risques là, à la société. Donc, ça m'a permis là, de voir là, tout le processus qui est quand même important, là, de la gestion des risques là, associés à notre niveau. Ça m'a permis de bien le comprendre. Par la suite, je suis allé sur un mandat là, sur le SGPE, la solution de gestion de projet d'entreprise. Ça a été mon premier mandat là, un peu du côté plus TI là, que j'ai fait là, à ce niveau-là. Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots, c'est quoi le SGPE? Le SGPE, c'est une solution de gestion de projet d'entreprise. C'est quoi ça? En gros, c'est... en fait, c'est basé sur un outil technologique là, qui est MS Project EPM. Donc, ça, c'est vraiment l'outil technologique qui permet, entre autres, là, de suivre là, les projets
dans l'organisation. Puis, alentour de ça, mais il y a différents rapports qui ont été créés, entre autres pour suivre la performance du projet, là, les fameux IPC, IPD. IPC étant l'indicateur de performance sur les coûts et les IPD, les indicateurs de performance sur les délais. Donc, il y avait des rapports pour sortir ça. Ça permettait aussi de suivre les feuilles de temps là, des individus pour finalement permettre de colliger toute l'information là, pour s'assurer de la performance du projet et aussi là, le suivi du temps là, des ressources. Là. Ça, grosso modo, c'est un outil là, à la société qui s'est doté pour sa gestion de projet là, à l'interne. Sur l'acronyme, il me manque juste le P dans mes notes. J'ai solution de gestion, ça finit par entreprise de P. De projet. Projet. Ça fait du sens. Parfait. Et d'où vient l'utilité d'avoir un SGPE à la SAQ? En fait, ça remonte quelques années auparavant. Moi, j'étais pas là à l'époque, mais la vérification avait fait des recommandations afin d'avoir un meilleur outil de gestion, là, afin de mieux gérer là, le portefeuille de projets en général et la gestion des projets en tant que tel. Donc, ça venait un peu d'une recommandation là, de la vérification interne. Je ne me rappelle pas exactement là, c'est quand, mais c'est de là. C'est qu'eux, bien, habituellement, on dépose un rapport, des recommandations, il y a un plan d'action, puis eux, dans leur action, bien, ça a été l'implantation de cet outil-là qui a répondu à notre recommandation. Et c'est quoi le lien entre le SGPE et CASA, qui est le sujet qui nous intéresse? Bien, en fait, comme je disais, SGPE, c'est vraiment l'outil central pour gérer le projet, les feuilles de temps, puis éventuellement aussi la gestion de la facturation là, des consultants externes. Là. On en parlera probablement plus tard. Mais le lien, il est là. C'était vraiment omniprésent là, pour la gestion du projet CASA. Et donc, je comprends que donc, vous travaillez sur la vérification du SGPE. Qu'est-ce que vous faites exactement comme type de vérification de tâches dans le cadre de cette vérification-là? Bien, en fait, dans ce projet-là, la principale objectif qu'on avait, c'est de s'assurer que les données étaient fiables, là, parce qu'on sait que c'est un outil qui permet de la reddition de compte, la validation de la facturation. Donc, on voulait s'assurer là, de la fiabilité de cet outil-là. C'était un des premiers objectifs là, par rapport à ça. Là. Puis, entre autres, faire des contrôles là, par rapport à certaines approbations qui se font là, dans le système. Là. Et là, juste pour être sûr qu'on se comprenne bien, donc le SGPE, puis corrigez-moi si je me trompe, c'est un peu le concept de gestion de projet. Et là, vous avez mentionné tout à l'heure, corrigez-moi, MS Project, qui est ça le logiciel, dans le fond, qui est choisi pour mettre en place ce concept-là de gestion de projet. Exactement. MS Project, c'est l'outil technologique qui a été choisi par la société. Puis alentour de ça, bien, il y a tout un processus là, qui est venu un peu se faire en fonction des besoins là, de la société. Là. Mais la base de données, c'est vraiment MS Project. Puis alentour, bien, on développe des rapports puis qui permet là, de suivre le projet en fonction des besoins là, de l'organisation. Donc, vous avez parlé là, que vous vous intéressiez à la fiabilité de cet outil-là. Quel genre de vérification vous avez faite là, pour vous assurer de cette fiabilité-là? Bien, entre autres, on a regardé dans les données, les indicateurs de performance de projet, comment que ça fonctionnait, comment que c'était comptabilisé. Également, on s'est vite rendu compte qu'il y avait quelque chose qui nous intéressait plus particulièrement là, dans l'outil. C'était il y avait un rôle de sécurité qui permettait la délégation là, dans l'outil. Donc, on a fait des différents scénarios là, associés à cette fonction-là dans l'outil parce qu'on trouvait que ça valait la peine. Là. Donc, on est allé un peu plus en profondeur là, à ce niveau-là. Là. Je pense peut-être que ça vaut la peine d'attirer l'attention du commissaire sur le rapport ou la méthodologie que vous avez pris. Peut-être qu'on peut afficher la pièce 26P95. On va utiliser à plusieurs reprises dans les prochaines minutes, plus particulièrement la page 543.
Juste en termes d'identification, comme ça va être la première fois, on va peut-être juste montrer la première page là, Oui. pour identifier là, c'est quoi cette pièce-là. Là. Et ensuite de ça, aller à la page. Là. Je comprends que c'est un gros document, là, je viens de le voir. Là. Donc, Effectivement, c'est des liasses de documents de vérification, donc c'est un peu hétéroclite, là, ce qu'il trouve tout à fait. là-dedans. Mais pour les besoins là, de l'enquête, peut-être juste faire identifier par le témoin qu'est-ce que c'est cette pièce-là. Donc, peut-être pour la pièce, on peut présenter, vous voyez à l'écran la première page. En fait, c'est peut-être une très bonne chose que vous puissiez commenter sur qu'est-ce que cette page-là. Oui, bien ça, je crois que c'est pas la bonne pièce, là, mais je peux me permettre. Là. Ça ici, c'est en fait c'est un exemple de fiche mandat qui est signé là, par la présidente, là, puis dans le fond, qui vient identifier là, notre mandat là, qui a été approuvé là, par le comité d'audit initialement. Donc, c'est vrai. C'est sûr, quand vous parlez de présidente, la PDG ou la présidente? PDG, oui, exactement. Et non la présidente du conseil. Exactement, c'est Nathalie Tremblay, oui, exactement, à l'époque. Donc, on avait tout le temps une fiche mandat qui était signée par la PCD, Mme Nathalie Tremblay à l'époque, donc qui nous permettait là, d'aller faire les dits audits, mais tout ça était déjà validé là, auprès du comité d'audit, notre planification là, annuelle. Là. Donc, si on va maintenant à la page qui nous intéresse, la page 543, juste quand elle s'affichera à l'écran, peut-être nous décrire quel est ce document. 543, vous avez dit? 543. Oui. Oui, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu qu'est-ce que ce document? Oui, bien, en fait, ça, c'est un document un peu méthodologique là, de notre vérification dans ce cadre-là. En fait, ça a été pour valider le processus d'approbation là, dans SGPE qu'on a fait ça. Puis pour ce faire, ben, on a procédé à 3 scénarios là. Peut-être juste avant, M. Després, juste peut-être pour expliquer, qu'on comprenne bien là, la méthodologie que vous avez utilisée, peut-être qu'on peut aller au bas de la page 544. Il y a un diagramme qui explique un peu des notions. Peut-être juste me dire aussi quand ça a été fait, ça. Ah oui, allez-y, M. Després, à quel moment vous avez fait ce document-là? Je l'ai fait à l'époque avec une de mes collègues, là, ça peut-être 2016, là, ça fait quand même un certain temps, là, ça fait que dans à peu près en 2016, 2016-2017. Donc là, ici, qu'est-ce qu'on voit ici? Bien, on s'est créé en fait des profils. Là. On a une ressource, on a le chef de projet, on a le PCO, puis le PCO, là, je suis allé chercher un matin qu'est-ce que ça veut dire en français, mais c'est le contrôleur de projet. Là. C'est le contrôleur de projet, puis finalement, bien, le cadre là, qui vient approuver les feuilles de temps. Là. Puis l'administrateur de système là, qui est un peu l'administrateur de SGPE. Là. Je ne sais pas si on peut descendre juste encore un peu la page 544. Et comment vous utilisez ce diagramme-là là, dans votre méthodologie au sein de l'équipe? Bien, en fait, nous, on est allé, puis là, je vais de mémoire, on est allé se créer dans un environnement de formation pour faire des tests, là, parce que c'est sûr qu'on ne peut pas faire ça dans l'environnement de production. Donc, on s'est créé, nous autres mêmes, on s'est donné ces différents rôles-là dans les membres de l'équipe. Là. Donc, tu sais, moi, j'agissais en termes de ressources. Là. Mathieu Lapierre, c'était le chef de projet. Manon était le PCO, puis Daniel, ben c'était mon cadre. Donc, on voulait refaire un peu là, les mêmes étapes là, que dans la réalité. Là. Peut-être juste pour les fins du commissaire, là, toutes ces personnes-là relèvent de l'audit interne. Donc, c'est tous des gens qui travaillent avec vous. Là. Exactement. Et donc là, je vous laisse poursuivre peut-être sur les constats. Un coup que vous avez créé ces faux profils-là, ou en tout cas resimuler un système de gestion de projet, à quel constat vous arrivez là, dans votre vérification? Bien, en fait, c'est que, comme je disais, on avait fait 3 scénarios. Il y a deux scénarios qui nous ont sont questionnés davantage. C'était que
entre autres, la personne qui pouvait se déléguer pouvait venir, approuver des feuilles saisir du temps dans les feuilles de temps des ressources. Puis également, le troisième scénario, c'est que la personne pouvait aussi se déléguer, mais comme cadre, là, comme responsable là, des ressources, là, donc comme gestionnaire. Puis tout ça, bien, on voyait bien qu'il n'y avait pas de journalisation associée à ça. Donc, tu sais, on voyait qu'il y avait un risque. Là. Moi, je faisais souvent le parallèle là, avec Sagir. Nous, on voyait le fait que moi, je me saisissais, dans le fond, du temps supplémentaire dans Sagir. Puis après ça, je me déléguais au nom de mon gestionnaire. Puis là, j'approuvais. Puis là, finalement, je venais effacer tout ça dans le système. Puis là, il n'y avait plus de traces là, de journalisation de qui avait vraiment fait la transaction dans le système. Qu'est-ce qui apparaissait au système? C'était que mon gestionnaire avait approuvé mon temps supplémentaire. Donc, ça avait un impact directement sur mon chèque de paie. Il y avait des faux renseignements qui sont faits. Il y a un risque de faux renseignements qui soient faits. Là, parce que c'est ça. la personne va s'approuver elle-même du temps supplémentaire. Exactement. Puis là, au niveau, oui, des feuilles de temps, mais aussi même au niveau de la gestion de projet, ça créait quand même un certain risque par rapport à la fiabilité là, de tous les données là-dedans. Mais tu sais, MS Project, c'est quand même un outil de gestion de projet qui est reconnu là, partout, mais c'était plus l'utilisation dans le processus de validation de la facturation qui nous portait un peu plus amené à se questionner. Là. On peut peut-être aller voir la page 555 qui illustre ce que vous avez dit. Ça, c'est quoi dans les pages? Oh, ben, je vais le voir à l'écran. Donc, on voit au bas de la page 555. Pouvez-vous nous expliquer un peu qu'est-ce qu'on voit? Peut-être il y a un bout qui est surligné en rouge, là, où... Oui, donnez-moi un instant pour que je me remémore. Bien là, en fait, on voit que c'est ma propre feuille de temps. Là, on voit ma propre feuille de temps à Martin-Després. Puis, on voit que aussi il y a la ressource de Manon Fortin. Là, puis, on voit que le commentaire de la transaction, bien, c'est Manon Fortin là, qui avait fait la transaction là, à mon nom associé à ça. Par contre, si on continue puis qu'on voit au bas, en haut de au point 3.5, à la page suivante, là, en haut de la page suivante, qui nous montre les traces là, de ce que l'opération donne. Ah oui, puis là, finalement, bien là, on voit qu'il y a eu une délégation là, qui s'est faite. On avait créé une délégation que Manon Fortin se substituait à Daniel Pelletier pour approuver ma feuille de temps. Puis on voit l'extrême droite là, dans les commentaires sur la transaction, mais que c'est Daniel Pelletier là, qui vient bien approuver là, ma feuille de temps. Donc, juste pour nous expliquer le principe de délégation, est-ce que c'est bel et bien Daniel Pelletier qui avait approuvé votre feuille de temps dans ce cas-ci? Non, c'était pas Daniel Pelletier. Là. Lui, il participait pas là, au processus. Là. On l'avait mis juste là, à titre là, de cadre dans cet exercice-là. Là. Puis peut-être nous donner un peu plus de détails sur ce concept-là de délégation. Bien, en fait, le principe de délégation en gestion de projet, c'est quand même intéressant parce que il y a des vacances ici, souvent, bien, les PCO, bien, ils peuvent se permettre de se déléguer pour faire X raisons, pour ne pas retarder nécessairement le projet. Mais le fait que ça ne soit pas journalisé, puis que on utilise un peu l'outil des GPE comme outil financier, on veut pas, puis qu'il n'y a pas de journalisation associée à ces transactions financières-là, si je peux dire, mais c'est plus là que le bas blessé, on va dire ça comme ça. Et est-ce que donc vous pouvez juste peut-être résumer les problèmes là, de ça? Vous avez parlé de la journalisation. Est-ce qu'il y en a d'autres? Bien, en fait, clairement, au niveau de l'identification de l'approbateur, puis également, bien,
Bien, il y avait un risque là, associé là, à la donnée en tant que telle. Là, je ne veux pas parler de surfacturation, mais il y avait quand même un risque associé à ça. Oui, exactement. Là. Bien, et on peut peut-être poursuivre là, parce que vous traitez dans votre document des risques avec les ressources externes. On peut peut-être y aller à la page 562, qui est la page 20 de votre document, M. Després. La page 562. OK, Pouvez-vous là, nous expliquer ce qu'on voit en termes toujours dans l'optique là, de la délégation? Là? exactement. Là, on voit une personne là, qui est Mme Leclerc, en l'occurrence, qui est un externe. Là, EXT, là, ça veut dire que c'était des personnes externes. Puis, Qu'est-ce que c'est une personne externe, juste? un consultant externe là, qui ne fait pas partie là, des employés là, de la SAC. Là. Donc, on peut voir dans le nom des délégués que c'est France Leclerc qui agit comme délégué. Une petite problématique qu'on voyait associée à ça, c'est que vous pouvez voir au troisième nom, là, agissant pour, c'était pour Alexandre Vu. Alexandre Vu étant un employé de la même firme là, que Mme Leclerc. Puis également, bien, on peut voir un petit peu plus bas, là, Sylvain Cloutier, là, je pense, Ah non, restez sur la même... oui, sur la même page, un peu excusez. plus bas Là. dans les lignes. Là. Le menu déroulant. Oui, on est à peu près à la 1, 2, 3, 4, 5, 6e personne à partir d'en bas. Là. Comment ça s'appelle encore? Sylvain Cloutier. Oui. Que Sylvain Cloutier, lui, c'était le gestionnaire associé à cette ressource-là. Là. Donc, c'était lui qui était responsable d'approuver les feuilles de temps là, de cette ressource-là. Donc, on voit bien là, que la délégation peut permettre là, à des ressources de se substituer soit à des ressources de même sa propre firme pour... C'est ça. Puis également se substituer à leur responsable, le gestionnaire responsable de feuilles de temps. Là. Donc, si je comprends bien, puis corrigez-moi si je résume mal, un consultant externe peut théoriquement prendre le profil de son responsable au sein de la SAAC et donner l'impression que ce responsable-là a approuvé la propre feuille de temps et la facturation là, de cette ressource externe. Exactement. Est-ce que ce problème-là vient du paramétrage qui a été fait par la SAC du logiciel ou c'est inhérent à l'utilisation du logiciel, là, ce problème-là de pouvoir se faire passer pour d'autres gens puis approuver des feuilles de temps d'autres personnes? Ben non, mais comme que je dis, cet outil-là, c'est un bon outil de gestion de projet. Là, c'est un outil qui est très utile, là, le pouvoir de délégation, mais c'est plus dans le cadre plus approbation de la facturation qui était dans le processus là, de facturation. Tu sais, je parlais tantôt, nous, les contrôles, notre objectif, c'est quoi? C'est de faire diminuer les risques dans l'organisation. Ça, c'était un des contrôles. Donc, on voyait qu'il y avait un risque associé à ce contrôle-là par rapport à l'utilisation de cet outil-là technologique pour les contrôles financiers. Et une fois que vous faites cette découverte-là de ce risque-là, qu'est-ce que vous faites avec l'information? La transmettez-vous à quelqu'un? Bien, c'est sûr qu'on en a discuté là, en équipe, là, à savoir là, qu'est-ce qu'on pourrait faire par rapport à ça. Donc, on s'est fait un plan de match. C'est que là, on a voulu essayer de regarder la matérialité de ça. Tu sais, s'il y avait-tu une certaine matérialité. Donc, on a convenu là, de faire un test. Là, en fait, à la Société d'assurance automobile du Québec, il y a des portillons. Là, quand on rentre, ça comptabilise les entrées et les sorties. Puis donc, on est venu pairer les bases de données de SGPE, la facturation, et les in et les out, là, les entrées-sorties, excusez, des portillons. C'est qu'on est venu mettre les deux bases de données une à côté de l'autre pour essayer là, de voir s'il y avait une certaine matérialité associée à ce risque-là. Là. On peut peut-être voir plus précisément le résultat de vos travaux à la page, toujours dans le même document, à la page 768. Est-ce que vous reconnaissez ce document? Oui, je le reconnais, oui. Oui, c'est qui a travaillé sur ce document-là? C'est moi.
Et pouvez-vous peut-être nous expliquer les colonnes, là, qu'on comprenne un peu vos travaux? Bien, en fait, le code, c'est le code utilisateur unique là, dans un GPE. La date, là, la date du jour, on avait une colonne qui était heure portillon, puis une autre colonne qui était heure SGPE. Là. Les deux bases de données, tantôt que j'ai dit que je suis venu présenter, puis finalement, mais il y a la colonne écart là, qui vient présenter l'écart entre les portillons et les heures dans les GPE. Pour les fins de discussion, la partie qui a regardée, là, j'imagine que c'est du nominatif. Là, Effectivement. Juste le dire. Oui, effectivement, c'est le nom, M. le commissaire. Et donc, ça, c'est des employés de la SAC ou c'est des consultants externes dans ce cas-ci? Oui, bonne question. C'est simplement des consultants là, externes. Là. On n'a pas validé l'information là, pour des personnes à l'interne. Et là, pourquoi les consultants externes passent à travers les portillons de la SAC au siège social? Bien, en fait, tu sais, à un moment donné, ils devaient travailler, dans le fond, selon leur contrat initial, la prestation de service, ils devaient faire ça à l'intérieur là, des bureaux de la SAC. Là, puis à l'époque, on est pré-pandémie. Là, pas de pandémie en 2017. Exactement. Ça, le télétravail n'était pas encore démocratisé comme aujourd'hui. Mais il y a une exception aussi par rapport à ça, puis c'est important de le mentionner, c'est que dans le contrat de l'Alliance là, de CASA, il y avait quand même une journée là, qui était prévue en télétravail, là, qui était dans le contrat pour les membres qui ne travaillaient pas dans la ville de Québec. Là. Donc, si je reviens à votre document, si je comprends bien, on voit, par exemple, monsieur ou madame AAJ67, on voit que cette personne-là, donc, pour toutes ces dates-là, facture ou rentre dans SGPE 8 heures. Donc, à tous les jours, elle rentre une feuille de temps de 8 heures. C'est bien ça? Exactement. Et là, vous, quand vous allez dans les portillons, vous voyez le nombre de temps qu'elle passe dans la colonne heure portillon, le nombre de temps qu'elle passe au siège social. Exactement. On peut peut-être aller voir la page 770. Donc, je comprends qu'il y a un peu plus de détails ici. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'on voit à l'écran? Bien, ça, en fait, c'est le fin détail là, des entrées et sorties des portillons. C'est que moi, c'est sûr qu'à un moment donné, j'ai synthétisé ça dans une journée puisque c'était beaucoup plus simple. C'est que là, on voit vraiment là, le détail. Là, si on prend le détail du 23 octobre, là, bien, la personne est rentrée à 10h30. Elle a sorti à 10h39, puis elle est rentrée à 10h39. Puis, heure de sortie, midi 20, elle est rentrée à 13h, puis finalement, elle est sortie à 17h30 là, des bureaux de la SAC. Là. Donc, cette personne-là, si on résume, là, a pris une heure de dîner, est rentrée le matin à 10h30, a pris une heure de dîner, puis est partie à 5h40 le soir. Et donc, vous calculez, je comprends que cette personne-là a passé 6 heures là, au siège social cette journée-là. Exactement, oui. Et dans l'onglet précédent, je comprends qu'on voit qu'elle facturait 9 heures par... 8 heures. 8 heures, pardon. 8 heures, oui. Parce que le 8 heures, c'était dans le contrat initial, c'était 8 heures que les consultants devaient mettre. Là, je ne vais pas faire l'avocat du diable, là, parce que je ne suis pas dans le fin détail, là, mais on parle de la carte d'accès pour rentrer et sortir du siège social, c'est ça? Exactement, oui. Alors, ça m'arrive toujours, j'oublie ma carte, je prends ma toilette, je reviens, etc. J'imagine que c'est pris en compte là, quand on a un faible écart. Là. Oui. Tu sais, nous autres, on disait qu'on se concentrait sur le gros morceau de viande, là, excusez-moi l'expression, là. Mais puis, tu sais, on a tout filtré, puisqu'il y avait des erreurs, là. Tu sais, on s'est fait expliquer la base de données, comment que ça fonctionnait, puis on est venu extraire toutes les données là, qui pourraient venir là, polluer l'information, entre autres, des choses comme ça. On peut jumeler, là, mais ça ne peut pas être parfait parce qu'on a une base qui est très mécanique, là, qui est une carte d'accès. Exactement. Mais qui donne une bonne idée généralement. Là. Oui, si c'est ça. La personne est là ou elle n'est pas là. Ou elle a une carte visiteur. Là.
Est-ce que vous voulez peut-être développer un peu plus sur l'ampleur de ces écarts-là, Ouais, ou c'est justement ça suite m'aiderait, ouais, un peu plus, aux questions du commissaire? Ah, Parce OK. parce qu'effectivement, je pense que la préoccupation du commissaire, bon, est-ce qu'on est sorti ce midi-là ou pas, avec notre carte ou pas, mais juste donner peut-être Je ne suis pas un auditeur, mais j'aime bien valider des données, moi. Bien, en fait, c'est que... On peut peut-être revenir à 768 aussi pour que vous voyez l'ampleur des écarts. Oui, allez-y. Bien, ici, on peut voir qu'il y a un écart. La première journée de quasiment 2 heures, l'autre 4 heures, 2 heures, 2 heures, 1 heure, 3 heures. C'est que, tu sais, on parle pas de 10 minutes. Là. Tu sais, nous, nos 10 minutes, là, on les là laissés tomber. Là. On s'est vraiment concentré sur le gros morceau de viande. Puis en même temps, tu sais, on n'est pas allé dans le fin détail. C'est exemple, quelqu'un qui sortait pas, puis qui a mangé sur les heures du bureau. On n'est pas allé là non plus. Là. Donc, il y avait beaucoup de laisse. Là. On n'est pas allé là, dans le fin détail de ça. On est allé sur ce qui était important. Là. Et quand vous faites ce constat-là, qu'est-ce que vous faites avec cette information-là que vous découvrez? Bien là, à l'époque, on voit ça. Je ne l'ai pas mentionné, mais la période qu'on avait faite, c'est à peu près 6 mois. Là. Puis on avait peut-être ciblé de mémoire, peut-être 40 ressources. Là, je ne m'en rappelle pas de mémoire. Mais c'était juste pour voir un peu l'effet, la matérialité de ça. Puis après ça, je n'ai parlé avec mon gestionnaire, puis Daniel Pelletier. Puis finalement, il a monté ça au bureau de Nathalie Tremblay. Puis là, Nathalie Tremblay, en voyant ça, elle a dit... là, je réitère qu'est-ce que mon gestionnaire me dit. Dites-nous ce que l'information que vous Ouais, avez... moi, j'ai reçu l'information de mon gestionnaire que Nathalie Tremblay voulait qu'on fasse là, une analyse plus approfondie là, de ça. Donc, on a refait le même test, mais sur une période de 2 ans. Puis là, en prenant tous les consultants là, par rapport à une période, c'est ça, de 2 ans. C'est qu'on a refait un deuxième test. Là. Et à ce moment-là, outre la journée par semaine que vous nous avez parlé, là, que l'Alliance était autorisée à faire du télétravail, est-ce que vous faites d'autres vérifications au niveau du télétravail au moment de faire l'enquête plus approfondie? Bien, en fait, comme que je dis préalablement, on est allé voir dans les contrats. C'était bien identifié là, que la prestation de travail devait se faire dans les bureaux de la SAAC, sauf là, la journée là, CLGS. Puis c'est pas moi qui l'ai fait, mais mon collègue puis mon patron étaient quand même allés voir certains gestionnaires, essayer de voir comment que ça fonctionne. Est-ce que le télétravail est permis et tout. Donc, ils m'ont revenu, ils m'ont dit que dans des occasions très, très spéciales, oui, ça pourrait être permis, là, mais il faut que ça soit validé, approuvé. C'est comme moi, à l'époque, si je faisais du télétravail, je pouvais pas faire du télétravail n'importe quand. Il fallait que je fasse valider ça là, par mon gestionnaire. Là. Je peux pas dire, moi, aujourd'hui, je fais du télétravail. Ça marchait pas comme ça. Là. Et le constat donc, que vous recevez comme information sur la place du télétravail à la SAQ avec les ressources externes, c'est quoi plus qualitativement? Bien, que c'est de façon exceptionnelle, là, comme les internes aussi. Il n'y avait pas rien de particulier qui était associé pour des ressources externes à ce moment-là. Et en termes d'ampleur, toujours pour revenir sur le portrait global, qu'est-ce que ça représente, là, les écarts que vous trouvez, peut-être en termes d'argent ou en termes... En termes d'écart, là, dans la deuxième partie, on est arrivé, là, grosso modo, à peu près à 2 millions de dollars d'écart. On peut peut-être aller voir votre tableau là, à la page 774. Donc, peut-être nous expliquer brièvement, là, sans rentrer dans toutes les colonnes, là, mais ou peut-être la dernière colonne, qu'est-ce que représente ce tableau-là? Bien, en fait, le code utilisateur, c'était le code utilisateur, nom de la firme, l'écart du portillon du SGPE, les portillons... Puis dans la colonne grise, c'était les heures autorisées là, par l'Alliance. Et ça, je n'avais tenu compte là, que les personnes avaient le droit à certains temps de télétravail. Puis finalement, mais à la fin, on retrouve là, les écarts en termes de nombre d'heures et de dollars. Là. Donc, si je résume, là, on pourrait peut-être prendre la ligne AAC 72, qui est la 8e
9e ligne. On voit que c'est quelqu'un d'LGS. On comprend qu'il y a un écart entre sa facturation puis le temps au siège social de 354 heures. C'est bien ça? 354 heures. Excuse-moi, à quelle ligne? AAC 72. J'ai pas les formules Excel, j'ai pas les lignes. Mais Non. avez-vous le Mais- document? Pouvez-vous le voir, ce qui est à l'écran? Moi, je le vois, là. Juste pour comprendre les colonnes. là. OK, Donc, excuse-moi, le code utilisateur que ouais, vous c'est parliez. ça. Oui, oui, c'est OK, ça. excuse-moi. Pas les cellules. Non, OK, le- AAC 72. OK, parfait, excusez. Donc, c'est une ressource d'LGS. Et là, au bout de la ligne, ce que Maître Ranger vous pose la question, c'est effectivement, vous arrivez à un écart brut de 354,6 que vous comptabilisez en dollars à 69 000. Exactement, oui. D'écart brut. Exact. Et 58. Ouais. Puis si on va peut-être à la fin de ce tableau-là, si on déroule jusqu'à la page 776, au bas de la page 776. Ah, ben, c'est un point. À la fin complètement, je disais tantôt 2 millions, mais c'était plus 1,5 million. Pour un échantillon qui tournait autour de quelle année, vous rappelez-vous? De 2 ans, là, de mémoire, on était allé de 2016 à 2018. Là. Et qu'est-ce que vous faites avec, une fois que vous avez fait donc, cette étude approfondie, là, vous faites quoi avec cette information-là? Là, forcé d'admettre que là, on voit une problématique, puis tu sais, juste pour expliquer le rôle de la vérification interne, habituellement, nous, on travaille au niveau des processus, les contrôles, et ça, c'est quand on a vu ça, ben on en a parlé aux autorités, puis les autorités ont décidé de déclencher là, une enquête administrative. Là, pour Qui sont aller les autorités? Ben moi, je parle de mon gestionnaire. Là, à l'époque, je crois que ça venait de Yves Frenette, là, qui était VP Finance là, à l'époque. Là. Ben lui, il m'a pas dit ça personnellement, c'est mon gestionnaire. Oui, qui m'a dit tout à ça. fait. Mais l'information a été... Exactement, le percolé à moi par rapport à cette décision-là. Donc, il y a eu, on a eu une enquête administrative là, pour ce dossier-là. Là. Donc, vu que nous, ben là, on a fait la notion de processus, il y avait des risques, des contrôles, mais là, on a vu ça, c'est que c'était pas notre ressort là, d'aller un peu plus loin là-dedans. Là. Et quelle nouvelle avez-vous de cette vérification-là, ou cette vérification plus approfondie que fait la division de M. Frenette? Bien, au bout de la ligne, mais ça a été que c'était tout du télétravail là, qui a été approuvé, là, essentiellement. C'est que le résultat global de l'enquête, ben, c'était tout du télétravail qui avait été approuvé. Là. Donc, Qu'on vous a dit. Ben oui, qu'on nous a dit ouais, que c'était le résultat des enquêtes, c'était ça. C'est que finalement, c'était correct. Là. Donc, toutes les heures, là, les 1 heure, 2 heures, 3 heures d'écart qu'on a vu dans le tableau précédent, l'information qu'on vous donne, c'est que toutes ces personnes-là font la différence de facturation du temps en télétravail, précisément. C'est ça qui nous a été dit, là. On vous répond qu'une personne est à la société 6 heures, Puis à 2 elle s'en va heures. chez eux, puis elle charge 2 heures. C'est ça qu'on vous répond. Exact. Télétravail, c'est normal. Puis, étiez-vous satisfait à ce moment-là du résultat de cette vérification-là faite par la société? Satisfait. Ben, tu sais, je veux pas me mettre dans le rôle là, des enquêteurs. Là, tu sais, ils ont leur propre. Si j'ai pas vérifié là, qu'est-ce qu'ils ont fait, là, leur enquête, mais tu sais, c'est sûr qu'après tout ce qu'on avait fait comme vérification a priori, là, tu sais, on trouvait ça un peu étrange là, que tout ce télétravail-là soit approuvé tu sais, par après. Là, tu sais, on trouvait ça étrange. Est-ce qu'il y a une suite à ce dossier-là après, dans les années suivantes? Une fois, là, je comprends que un peu, votre rôle est terminé, on vous dit tout est beau, il n'y a pas à s'inquiéter. Est-ce que vous avez des nouvelles après de ce dossier-là? Bien, de ce dossier-là, au niveau des enquêtes, pas particulièrement, mais nous, quand même, dans nos audits, on a fait des recommandations afin de s'assurer que les contrôles soient efficaces, là, efficients pour s'assurer d'une bonne facturation.
Donc, on fait dans notre processus, la vérification interne, à chaque année, on fait des suivis de nos recommandations annuelles. Donc, on suivait cette recommandation annuellement. Puis là, de mémoire, là, quand je suis parti en 2023, cette recommandation-là était toujours là. Il n'y avait pas eu là, de choses qui avaient été faites là, pour pallier à ce contrôle-là qui, à notre avis, a augmenté le niveau de risque là, à la société. Là. Peut-être juste être un peu plus précis sur vous dites qu'il restait un problème en 2023 quand vous êtes parti. De quel contrôle parlez-vous? Bien, au niveau de la journalisation, c'était quand même encore l'outil SGPE là, qui était utilisé là, dans le processus de contrôle de facturation. Là. Donc, qu'est-ce que j'avais dit précédemment? Là, les risques de journalisation puis d'identification des individus, ça demeurait là. Puis il y avait eu il essayait des différents outils et tout, en tout cas, mais ça l'a jamais été plus loin là, qu'à l'étape là, exploratoire. Là. Et est-ce que, pour terminer peut-être sur cette question-là de l'enquête sur les portillons ou sur les écarts, est-ce que vous avez eu d'autres interactions avec la direction suite à l'enquête des portillons? Oui, c'est vrai, mais suite à notre vérification, on nous a demandé, là, premièrement, de détruire là, nos informations associées à notre vérification. C'est que là, sur le coup, on était comme là, détruire nos documents. T'sais, on est des vérificateurs. Là, on ne peut pas détruire les éléments probants soutenant là, la preuve de nos recommandations. T'sais, nous aussi, on va se faire vérifier éventuellement. Donc, on doit garder ces éléments probants-là dans nos dossiers. C'est qu'on trouvait ça quand même étrange de détruire ça. Donc, Qui demande de détruire? Qui a demandé la destruction? Je ne pourrais pas vous dire qui, mais mon gestionnaire, c'est lui qui me l'avait dit. Mais d'où est-ce que ça venait? On sait que ça venait de haut, là, mais de qui exactement cette commande-là, je ne pourrais pas vous répondre. On nous demande de détruire ça. C'est que là, on a dit non. On est des vérificateurs. C'est que là, ça allait rester là. Puis, là, de mémoire, peut-être 3-4 mois après, on a su qu'il y avait eu un Juste avant, moi, je suis maniaque là, des dates. Là. Le on, là, OK, quand là, vous dites probablement en haut, là, on va le gratter, ça, je peux vous le dire. Là. Mais c'est quand, ça, qu'on vous demande ça? Parce que vous allez arriver 3 ou 4 mois après. Là. Donc, j'aimerais ça que vous nous situez dans le temps, là, à peu près. Là. OK, donc là, on est peut-être fin 2017, 2018, là, à peu près, là. Parfait. Quand on vous fait cette demande-là, exactement. Détruisez... Oui, puis là, je vais de mémoire. Là, mais donc, ça, c'est la première chose qui est arrivée. Donc, on a dit non, mais par la suite, on a entendu qu'il y avait eu un bris de confidentialité qui avait été levé à notre égard, à savoir qu'on avait utilisé de l'information personnelle là, des personnes, des ressources là, à l'interne. Donc là, nous autres, un bris de confidentialité là, au niveau des auditeurs, on ne comprenait pas. Là, on travaille avec des données confidentielles, personnelles, puis c'est dans notre rôle de s'assurer là, de la protection de ces données-là. Par exemple, moi, quand j'étais allé chercher la donnée, puis j'étais allé voir le propriétaire de données, il me les a données, j'ai mis ça sur des clés USB protégées, je les ai emportées dans mes serveurs à moi. J'ai pas fait passer ça par... pour nous, les auditeurs, c'est important, là, la protection des renseignements personnels. C'est que là, de se faire dire qu'on fait un bris de confidentialité, là, encore là, on a tombé un peu en bas de notre chaise là, quand on a vu ça, là, en effet. Ça portait plus spécifiquement sur quoi, là, ce bris de confidentialité-là? Bien, en fait, c'est que quand on a utilisé la base de données des portillons, c'est une base de données qui était assez complexe. Donc, on a dû faire une extraction de l'ensemble des données qui comprenait aussi des données de l'interne. Donc, c'est sur cette base-là qui disait qu'on avait fait un bris de confidentialité. Bien, nous, c'était clair qu'on n'avait pas le choix là, d'utiliser l'ensemble là, parce qu'il y aurait eu trop de risques là, de corrompre là, les données en manipulant là, cette information-là. Là. Puis, tu sais, nous, on n'a rien fait là, avec ces données-là là, au niveau des ressources là, internes. Puis, de toute façon... Sauf de faire l'exercice qu'on fait, mais là, j'avais pas le choix d'avoir toute cette base de données-là. Puis, en même temps aussi, il y avait
des homonymes. Là, il y avait des personnes qui avaient le même nom dans l'organisation. C'est que là, Serge Tremblay, là, des chances qu'il y en ait 3 au Québec. Là. Ben, c'est ça. Des Tremblay, tu lèves une roche, puis il y en a 28 qui sortent. Là, mais c'est qu'on devait s'assurer là, qu'on avait des vérifications à faire là, pour s'assurer qu'on avait vraiment les bonnes personnes. Donc, d'autant plus important qu'on ait l'ensemble de la base de données. Là. Je vous présente la page 574. On peut la montrer aux témoins. Toujours de la même pièce, là. Donc, on voit que c'est une note qui est écrite par Daniel Pelletier, mais est-ce que vous avez contribué à cette note-là? Oui, exactement. Dans le cadre de mes fonctions, là, je contribuais aux notes qu'elle était éventuellement présentée là, au comité d'audit. Là. Et qu'est-ce que c'est que cette note-là? Ben, en fait, c'est notre note finale sur le projet là, SGPE, dans le fond, là, notre mandat de SGPE. Je vous demanderais peut-être juste de regarder le document comme il faut, là, son dessin. Parce que l'objet me donne d'autres choses. Je ne suis pas sûr qu'on parle du même document. Justification pour l'extraction de données. Excuse-moi. Dans le cadre du mandat d'audit du SGPE. OK, ça, c'est la pièce. Excusez-moi, je pensais que c'était le mandat, là. Excusez. Ça ressemble pas mal toutes les notes. Oui, c'est ça, exact. Désolé. Non, mais cette note-là, excusez, c'est en fait la réponse qu'on a donnée en fonction du bris de confidentialité là, qui nous avait été émis. Donc, j'ai participé à ça avec mon collègue là, Martin Lapierre afin de démontrer là, un argumentaire là, comme quoi que le bris de confidentialité n'était pas à propos à notre niveau. Puis, finalement, mais suite à notre argumentaire, mais le bris de confidentialité, là, il a été levé. Là. À moins que vous ayez avez-vous d'autres commentaires sur la vérification SGPE que vous avez fait? Parce que je transiterai vers, Monsieur le commissaire, je transiterai vers le projet CASA peut-être plus précisément. Non, ça fait le tour. Hein. Parfait. Donc, vous nous avez dit que vous avez travaillé sur le projet CASA aussi, là, à titre dans l'équipe de la vérification interne. Oui. Pouvez-vous nous dire un peu plus en détail ce que vous avez fait dans le cadre du projet CASA? Bien, entre autres, je vérifiais beaucoup les données qui soutenaient la reddition de compte. Là. Je parlais GPE, c'était une continuité. Je veux juste revenir parce que petit hamster tourne là, pendant que vous parlez. C'est-à-dire, on vous demande de détruire les données, on accuse, c'est un bien grand mot, là, mais on allègue un bris de confidentialité en raison d'utilisation des bases de données. Il y a une justification qui va se faire en 2019, là, ce que je viens de voir, c'est juillet, je pense. Oui. Juillet 2019, une justification. Après ça, vous dites qu'il y a une levée de ce bris-là. Juste pour le commun des mortels, ça a signifié quoi? C'est-à-dire que les données existaient toujours, l'ordre de les détruire n'existait plus, c'est quoi au juste? Exactement. Là, ultimement, on a gardé quand même ces données-là là, dans nos dossiers pour des fins de vérification. Donc, le bris de confidentialité, mais forcé d'admettre que des auditeurs... on travaille toujours avec de l'information confidentielle là, et parfois personnelle, donc ça fait partie de notre rôle là, dans l'organisation. On a gardé nos données, puis ils sont toujours disponibles. Puis heureusement, c'est pour ça qu'on les a aujourd'hui. Oui. Voilà. OK. Casa. Parfait. Donc oui, peut-être commencer, peut-être juste nous expliquer de manière générale ce que vous faisiez. Vous parliez de la vérification des indicateurs ou de... Oui, exactement. Mais tu sais, comme moi, j'ai un background un peu plus processus-contrôle, tu sais, oui, puis gestion de projet, c'est que je validais un peu toutes les informations qui étaient montées là, au conseil d'administration par rapport à la reddition de compte, entre autres. Je faisais des validations auprès des processus, là, les fonctionnels. Là. Il y avait ça, c'était l'équipe des rouges là, dans CASA. Donc, j'avais des procédés, je les rencontrais, essayer de voir là, comment que ça allait les projets. Aussi, mais je regardais le processus de validation de la facturation. Puis ça, tu sais, dans nos indicateurs de performance de projet, c'est quand même important. Tu sais, le coût réel, c'est un intrant direct aux IPC, indice de performance coût. Donc, on voulait s'assurer de l'exactitude là, de ces chiffres-là qui, ultimement, étaient les chiffres qui étaient utilisés
pour la gestion de projet. Puis là, j'assistais à plein de comités d'architecture et autres. Là. Donc, j'étais sur le terrain là, par rapport à mes vérifications. Bon, vous avez parlé de facturation. J'aimerais vous montrer là, la pièce 26P96. C'est pas la page qui m'intéresse, mais comme ça, on va faire le même travail. Je comprends peut-être juste de nous dire un peu la première page, qu'est-ce que c'est, puis ensuite, on ira à la page qui nous intéresse. Donc, en fait, c'est assez évident. Là, ce qu'on voit, c'est vous l'avez pas? Oui, je l'ai. Oui, ça, c'est un courriel là, qu'on avait envoyé là, aux finances là, à l'époque. Juste nous rappeler, Mme Épinay, c'était qui exactement? C'était la directrice, là, la directrice générale des finances là, à l'époque. Oui. Parfait. Ce qui m'intéresse, c'est la page 5 de ce document-là. On reviendra peut-être aux autres pages plus tard. Peut-être si on peut tranquillement défiler la page, puis que M. Després vous nous expliquer qu'est-ce que c'est, ce document-là. Bien, ici, c'était une facture là, qui était produite, qui était donnée à la société là, par rapport aux services professionnels effectués là, dans le cadre du projet CASA. Donc, on voit ici ces services professionnels du 29 novembre 2017 au 23 janvier 2018 pour un total de 3,1 millions. Donc, habituellement, là, la facturation de mémoire, là, c'était mensuel. Donc, on recevait les différentes factures là, de l'Alliance là, mensuellement là, de mémoire. Puis moi, c'est ça, je venais comptabiliser le réel de ça, puis je venais rentrer ça là, comme input là, pour les indicateurs de performance. Là. On voit la page 12 de ce document-là qu'on peut peut-être montrer aux témoins. Le traitement que la SAQ fait de cette facture-là. On peut descendre un peu plus bas au deuxième paragraphe de la rubrique « Vérification ». Je ne sais pas si M. Després voulait en prendre connaissance du deuxième paragraphe de cette section-là et nous expliquer ce qu'on y trouve ou le lire comme vous le souhaitez. Le nombre d'heures effectuées par ressource a été comparé aux heures apparaissant dans le rapport SGPE, suivi des efforts et des coûts en heures productives, CH, je ne sais pas c'est quoi. C'est le nom du rapport là, qui était à l'époque. L'approbation des feuilles de temps des ressources a été vérifiée avec le rapport SGPE, suivi de la saisie des feuilles de temps année entière. Pour les ressources déconnectées, une confirmation du nombre d'heures travaillées a été demandée directement aux ressources connectées. Mais en fait, qu'est-ce que ça vient dire? C'est qu'on vient confirmer que les données de SGPE, c'est là-dessus qu'on se base là, pour venir valider la facturation qui a été montrée précédemment. Là. Et donc, c'est une conciliation. Là. Exactement, la conciliation de la facturation. Je regarde parfait dans mon système. D'accord. Exactement, c'est le bon terme. Là, la conciliation là, se fait avec SGPE. Est-ce que, outre, on peut peut-être remonter là, disons, à la page 8 du même document, mais vous pouvez peut-être nous dire est-ce que vous faites des constats dans cette facture-là là, de 3,1 millions de l'Alliance à la SAQ? Est-ce qu'il y a des choses qui attirent votre attention? Oui, c'est sûr. Entre autres, il y a des ressources là, qui ont passé de 82 à 350 $ de l'heure. Dans le fond, pour la même période là, de facturation. Si on peut descendre peut-être un peu plus bas, je crois. Oui, toujours sur la page 8, un peu plus bas. OK, ouais. Ah oui. Bien, un exemple, ici, on le voit, là, on peut voir à WAD-T qui a passé de 82 à 350 $ de l'heure. Il y a aussi 350. Martin Brown, qui a passé de 82 à 350 $. Puis finalement, grosso modo, il y a une dizaine de ressources là, qui avaient changé là, de taux là, lors de cette facturation-là. Quand vous dites passer de 82 à 350, pouvez-vous juste être un peu plus précis? Là, à quoi vous faites référence? Bien, en fait, le contrat de service professionnel de l'Alliance, bien, il y avait des différents profils là, associés à ça. Donc, il y a eu un changement de profil
Puis le profil, ben, est associé à un taux. Donc, par exemple, ici, on passait là, je ne me rappelle plus par cœur, mais je crois que c'était du monde qui travaillait en technologie, là, à 82 de l'heure. Puis on passait un taux d'expertise de pointe, là, dans le contrat de l'Alliance. Le taux de 350 C'est ça, pour bien comprendre, c'est pas à des individus, c'est relié à un profil du contrat. Un profil. Donc, si je regarde également, là, le monsieur dont vous avez parlé tantôt, là, bien évidemment, j'aurais préféré du non nominatif, mais pour faire l'exercice, je pense qu'on n'a pas le choix là, à ce moment-là. Là. Alors, c'est M. Brown, pour ne parler que de M. Brown, à un moment donné, ben, il est 82 $. Dans la même facturation, ça? La même facture. Même facturation. La même facture. Alors, il passe de commis à expert. Je résume ça comme ça. J'ai pas le contrat devant moi, là, mais... Oui, exact, là, mais c'est ça. On voit quand même... Tu sais, 82, c'était un des plus petits taux, puis 350, c'était dans les plus gros taux là, du contrat. Là. On peut peut-être aller voir les taux, M. le commissaire. Fois les heures. Ouais. En fait, restons peut-être pour éviter du back and forth. Oui, back and forth avec les pièces. Là, ça prend toujours un certain temps. On voit qu'il y a plusieurs changements de taux là, sur cette facture-là. Si je prends peut-être le deuxième employé là, à Boutanos, on voit qu'il passe aussi de 82 à 195 sur la même facture. Mais pourquoi vous attirez notre attention juste sur peut-être les plus extrêmes, là, 82 à 350? Bien, en fait, le changement de taux de 82 à 195, c'est qu'il y avait eu une DAP, une demande d'ajustement de projet là, qui avait été faite. Parce que dans le cadre des individus en sécurité, là, ils trouvaient que, en tout cas, les taux n'étaient pas assez élevés à 82. Donc, il y avait eu une demande là, d'ajustement associée à ça. Mais nous, initialement, on disait, bien là, il est où dans le contrat, ce 195-là? On ne le voyait pas. C'est qu'on aurait pensé possiblement qu'il y a eu un avenant au contrat, parce que là, les profils n'étaient pas là. Mais la décision étant prise de passer par une demande d'un DAP là, au lieu d'un avenant là, au contrat. Là, parce que ce taux-là n'était pas là. C'est que là, nous, à partir de là, il y avait quand même quelque chose qui appuyait ça. Nous, peut-être, possiblement, on doutait de pourquoi que ça n'a pas été un avenant au contrat, là, mais on a dit... On vous donne une explication. On a eu une explication, exactement. Tandis que les taux à 82, là on verra peut-être un peu plus tard, mais on n'avait pas d'explication. Allons donc voir ces taux-là à la page 68 du même document. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'on voit à l'écran? Oui, ça, c'est l'annexe... l'annexe C, je vois de ma mémoire. Je pense que c'est l'annexe C là, du contrat avec l'Alliance, qui, eux, lors de leur soumission, il y avait des domaines, là, on peut dire, si on regarde un peu plus bas, là, le domaine, c'est vraiment là, les différentes équipes là, dans le projet. Donc, il y avait des intégrateurs fonctionnels, technologiques, gestion du changement, communication, formation, assistance à la gestion. Puis à côté, il y a les types de ressources. C'est les types de ressources qui étaient permises, dans le fond, en fonction des groupes de travail. Donc, par rapport à l'intégration technologique, mais on voit que les ressources d'Alliance, entre autres, ils travaillent toutes à 82 de l'heure. Puis il y a un team lead. Là. Le team lead, c'est un peu le boss là, de ce monde-là, qu'eux autres, il y avait un taux horaire supérieur. Donc, vous êtes à quelle ligne, là, juste pour qu'on soit tous à la même place? On est à la ligne de l'intégration technologique, là, donc la deuxième ligne du deuxième domaine. Ouais. C'est ça. Et là, donc, je vous laisse poursuivre. Peut-être qu'on peut descendre un petit peu le tableau. À 82 dans l'année 1. Et le team lead, lui, est à 272. Parfait. Exact. Et là, où dans ce tableau-là, on voit des taux à 350 de l'heure? Bien, en fait, c'est ça. C'est que là, si on descend au dernier groupe là, de travail, là-dedans, assistance à la gestion, bureau de programme, intégration et surveillance qualité, bien là, on voit que le coach, on va dire que c'est le big boss là, de l'Alliance. On voit l'expertise de pointe, les ressources de l'Alliance, puis aussi le team lead. Puis on voit que l'expertise de pointe, mais il était utilisé
pour ce groupe de personnes-là, là, et non pas pour le groupe d'intégration technologique qui était à 82 de l'heure. Donc, la même personne. Dans le fond, là, cette personne-là, elle a changé de taux, mais profil. elle ne changeait pas de job, là, c'est ce que je peux voir. Là. Bien, avez-vous fait la vérification si cette personne-là avait des compétences d'expertise de pointe ou avait des tâches d'expertise de pointe là, par rapport à des tâches qu'on comprend d'intégration technologique? Bien, c'est sûr que je ne suis pas allé voir dans les CV des individus là, individuellement, mais quand même, j'ai fait une vérification dans les GPE. T'sais, on se rappelle, les GPE, il y a des tâches, toute sommation de ces tâches-là, mais ça crée dans le fond, le projet en tant que tel. C'est qu'on pouvait voir quelle personne était impliquée, quelle tâche faisaient ces personnes-là. C'est que je suis allé voir en 2017, 2018. J'ai fait la comparaison, puis il n'y avait pas de différence notable là, entre leurs travaux. Puis fait à noter, je pense que je ne l'ai pas mentionné, c'est que, je ne sais pas si c'était le moment ou pas, mais quand j'ai fait mes vérifications, j'ai vu que cette transaction-là dans le système, elle s'était faite, on cherche le mot, là, elle s'était faite rétroactivement. Donc, la transaction dans le système s'était faite de mémoire mi-février 2018, mais ça s'est fait rétroactivement au 1er janvier 2018. Là. Donc, je comprends que ces personnes-là, on a changé leur facturation dans le système rétroactivement pour les mettre au taux horaire d'expertise de pointe là, depuis le 1er janvier 2018. C'est ce que je comprends. Exactement. Donc, initialement, il était à 82. Oui. Si on le monte à 350, mais on le fait de façon postérieure, mais rétroactive. Exactement. Puis certaines de ces ressources-là, là, je devance un peu dans le temps, mais il y a certaines de ces ressources-là, là, en 2019, ça, ils sont revenus aussi là, autour de 82 de l'heure. OK. Et là, quand vous découvrez ça sur la facture, avec les vérifications que vous faites, qu'est-ce que vous faites avec cette information-là? Bien, c'est sûr que quand moi je vois ça, je vais voir mon équipe, là, qu'est-ce qu'on va faire avec ça. C'est quelque chose que je ne m'attendais pas à trouver lors de mes vérifications. Donc, j'ai appelé, dans le fond, j'ai fait sortir le log de qui avait fait la transaction là, de changement de taux. Donc, c'était une madame, comment elle s'appelait? Je ne m'en rappelle plus du nom. Est-ce que c'est une ressource interne? Oui, une ressource interne là, qui était de mémoire là, une des pilotes là, de l'outil SGPE. Si je vous suggère Lynn Ouellette. Oui, c'est ça, exactement. Merci, Lynn Ouellette. Donc, j'ai appelé Mme Ouellette, puis là, avant de lui exposer le fait, je voulais voir avec elle c'était quoi un peu les contrôles mis en place quand une ressource là, change de taux. Entre autres, elle me disait que ça devait être approuvé là, par le gestionnaire là, qui était responsable de cette ressource-là. Donc, j'ai discuté un peu avec elle. Puis là, par la suite, j'y ai fait état de ça. Puis là, même au téléphone, j'ai senti un peu son malaise là, par rapport à ça. Puis elle m'a dit, moi, c'est une commande là, que j'ai reçue là, d'une Mme Hudon là, du bureau de projet. C'est que là, moi, je suis allé voir Mme Hudon du bureau de projet. Juste peut-être son nom complet. Là, c'était Mme... Si je vous soumets que c'est Élodie Hudon-Chapotte. Oui, exactement. Oui, merci. Donc, là, j'ai convoqué Mme Hudon. Puis, elle aussi, là, elle avait quand même, je crois, un certain malaise. Elle m'a référé directement au directeur général là, du bureau de projet CASA, qui est Sylvain Cloutier. Et puis, donc, là, je l'ai contacté. Puis lui, il me dit, ça s'est pris en haut. Là. La décision, elle s'est prise en haut. C'est entre Carl puis monsieur... Carl, c'est qui, ça? Carl Malenfant, le VPTI. Là, que cette décision-là avait été prise là, par Carl Malenfant. Puis Nabil, là, que là, son nom de famille, là, que je connais pas. Puis on a parlé du Two in the Box là, à un moment donné. Oui. Mais Nabil, c'était le deuxième dans la box avec Carl. Là, c'était son miroir, si on peut dire ça, mais du côté de l'Alliance. Exact, oui. Donc, est-ce que, là, je comprends, vous appelez Lynn Ouellette, elle vous réfère à Élodie Hudon-Chapotte, qui vous réfère à Sylvain Cloutier. Dans ces trois personnes-là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous explique la raison
pour laquelle ce changement-là a été fait? Non, sur le moment, là, il n'y a personne qui m'explique. J'ai aucun... Tu sais, moi, je suis un auditeur, j'aimerais savoir des éléments probants qui viennent appuyer un peu ces changements-là qui sont quand même importants, là, on va se le dire. Donc, à ce moment-là, là, non, j'ai pas d'informations pour venir justifier ces changements-là. Vous avez parlé de la conséquence importante. Peut-être qu'on peut voir un tableau. Je comprends que vous direz si c'est bien vous qui l'avez fait à la page 62. Outre vous dire que ça vient d'en haut, aucune explication est donnée, vous est donnée, Mais après ça, justifiant un changement de taux de façon rétroactive. Ça, vous me dites? ça, j'avais eu à cette époque-là, là, j'avais pas eu. Là. Puis en fait, c'est qu'on est revenu souvent avec ça. Puis, tu sais, on va peut-être là en parler un peu plus tard, mais j'ai eu un semblant de réponse peut-être 1 an et demi après, là. OK. Je vais laisser le procureur vous On va y venir, M. le commissaire. décider de la ligne de temps. Donc, Et vous me direz qu'entre deux grands sujets, là, la pause on la prend généralement entre 45 et 11 heures. Là. Fait que vous verrez, là, je vous Monsieur le commissaire, laisse libre. si vous êtes à l'aise, il m'en reste pour une vingtaine de minutes là, avec M. Després. Puis, ouais, ben parfait, on va continuer. Puis, contre-interrogatoire, on prendra la pause, là, on va décider s'il y a des questions. Parfait. Parfait. Est-ce que le tableau qu'on voit à l'écran, est-ce que c'est vous qui avez fait ça? Oui. Oui. Pouvez-vous nous expliquer brièvement qu'est-ce qu'on voit dans le tableau? Ben, en fait, on voit les noms, les anciens taux, les nouveaux taux, le delta là, entre ces taux-là. L'heure facturée là, en date du 2 octobre, donc c'était ma période de référence là, à ce moment-là. Dollars en date, puis là, il y a le nombre d'heures, puis aussi les dollars. Là, le prorata, je crois, là, puis je vais démarrer, je pense que j'avais extrapolé là, un peu c'était quoi l'impact là, que ça pourrait avoir si on continuerait dans le même sens jusqu'à la fin là, dans ce cas-là, de mémoire, c'était le lot 4 et 5, là, qui était la livraison 1. Donc, puis là, à la fin, ben, on voit là, les heures totales et les dollars totales, l'impact que ça peut avoir, là, Donc, cette différence-là. Donc, je comprends que juste pour ces 10 ressources-là, la variation de taux, corrigez-moi si je me trompe, représente, juste de l'augmentation, représente 3,4 millions à peu près d'augmentation due au changement de taux. Là. Petite précision, Monsieur le commissaire, le 3,4 millions, il y a un peu de projection là-dedans, mais si on veut vraiment se fier à du réel, là, facturation, c'est plus 2,9 millions. Là. Et si on peut aller à la page suivante, là, vous avez un autre tableau qui suit. Si on peut peut-être reculer un peu le zoom. Pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que c'est que ce tableau? Bien, moi, quand j'ai vu ça, je suis allé voir le bordereau de soumission de LGS, parce que eux, pour monter leur soumission nécessairement pour arriver avec un prix, c'est un nombre d'heures fois des taux horaires. Là, c'est que je suis allé voir un peu c'était quoi leur... comment ils avaient soumissionné en fonction de l'expertise de pointe. Donc, ça représente un peu là, une sommation là, du bordereau de prix là, de LGS. Puis, en fait, là, si on descend un peu plus bas, là, on peut voir l'écart là, par rapport à l'utilisation. En fait, on peut peut-être à la ligne 1, si on peut arrêter de descendre, à la ligne 1, on peut peut-être nous expliquer un peu... Oui, excusez, en fait, ça, c'est, on se rappelle, là, initialement, le projet était divisé en lots de travail et en livraison. Donc, là, on peut voir la livraison 1, les lots 4, 5, 6, 7, mais le sous-total pour l'expertise de pointe, là, qui était là, mais on était à 3300 heures à peu près d'expertise de pointe. Quand vous dites qui était là, c'est où? Dans la soumission d'Alliance. Dans la soumission. Donc, dans la soumission d'Alliance, on évaluait à 3308. Exactement. Puis là, en date du 23 mars 2019, mais il y avait 15 000 heures là, qui avaient été facturées à ce taux-là. Là. Qui est 350, qui est l'expertise de pointe. Exact, oui. Puis si on descend là, maintenant à la fin du tableau. Puis, donc, si on faisait un overall, là, le total dans la soumission, c'était à peu près 11 millions d'heures là, qui avaient été soumissionnées par rapport à l'Alliance.
Puis là, en date là, du 28 février 2020, on était rendu à 35 000 heures là, pour ce taux-là. Là. Et donc, je comprends que c'est un total provisoire puisqu'on est en février 2020, le contrat n'est pas terminé. Oui, exactement. Là. C'est ça, on est dans les débuts. Là. Exactement. C'est que là, on voit qu'il y a une surconsommation là, du contrat là, qui peut être effectuée là, associée à ces taux-là. Là. Je comprends. Qu'est-ce que vous faites avec cette information-là, de cette découverte-là? En parlez-vous à d'autres personnes à la société? Oui, mais par la suite, quand on voit ça, c'est sûr qu'on va voir les finances. Hein, avez-vous des contrôles, vous, pour vous assurer, dans le fond, du suivi des taux horaires dans les différents contrats? Donc, on leur a donné ça entre les mains, puis là, ils ont fait leur propre analyse à eux. Là. On peut peut-être la voir à la page 51 de la même pièce. Je pense pas qu'on... Oui, peut-être on est à la page 52, je pense. On peut aller à la page 51. Voilà. Donc, est-ce que c'est un document que dont vous avez des... Je comprends que vous n'êtes pas l'auteur. On voit, là, c'est passé vite, mais on voit que vous êtes juste pas l'auteur. leur descendre. C'est qui l'auteur? C'est M. Pelletier? Non, Jérôme Véraud. Jérôme Véraud. Pouvez-vous nous dire où se trouve Jérôme Véraud dans la structure de la SAC? Bien, lui, il fait partie de la direction du contrôle et des opérations financières. Là. Donc, comme que j'ai dit, j'avais monté ça à la deuxième ligne de maîtrise, là, afin de savoir c'était quoi leur contrôle à eux pour ça. J'étais intéressé à ça. Puis ça, un peu, c'est la note que lui a faite à la directrice des contrôles et des opérations financières. Là. Qu'est-ce que vous apprenez dans cette note-là de M. Véraud? Bien, en général, là, il arrive un peu au même constat que nous, là, que le contrat ne permettait pas là, de faire ça, de faire ces changements-là, puis que la documentation associée à ce changement de taux-là était faible. Faible ou inexistante? Bien, faible. Là. Ils ont essayé, comme je dis, 1 an et demi après, ils sont revenus avec des explications, là, mais... Ouais. C'est quoi? Est-ce que vous avez souvenir de ces explications-là? Bien, les explications, c'était que le contrat le permettait, puis que c'était comme ça. Puis qu'on disait souvent ça, on l'a entendu souvent, le contrat, il est capé. Ça fait qu'on est en partage de risque. Donc, même si là, il dépense plus vite, mais il va être capé à 458. Donc, 458 millions de dollars, excusez, c'était le contrat initial. C'est ça qu'on vous répondait, c'est-à-dire qu'il brûle toutes les heures imaginables. Après ça, c'est... Après ça, ils vont payer. Exact. Ils vont travailler à tout nul après ça, de toute manière, pour livrer qu'est-ce qu'il y avait à livrer, finalement. Oui. La réponse qu'on vous donne. C'est la réponse qu'on me donne, exactement. C'est ça. C'est ce que je comprends quand vous dites qu'on reçoit une information faible, c'est à ça que vous faites référence, là. Ouais. Ben oui, c'est ça, que c'était correct dans le contrat. C'est que là, nous, à partir de là, on fait quand même état là, de la consommation là, qui se fait par rapport à ce taux-là là, au comité d'audit, parce que ça, on a parlé à quelques reprises, là, puisqu'on trouvait ça quand même justifié d'en faire part aux autorités. Là. On peut peut-être aller voir cette note-là à la pièce 26P 74, à la page 155. Qui est la note de présentation de la DVIEP au STI-CVP et CTI-CAVP. Alors, qu'on appelle le comité conjoint. On appelle le comité conjoint, ça va être plus simple. Si on amène l'écran au point 9 de cette note-là, donc au bas de la page 156, on n'est pas au bon endroit, oui. Page 156. Peut-être juste l'identifier. Ça, ouais, je l'avais dit à chaque fois, quand on va avoir une nouvelle pièce, pour les besoins, dont on a M. Abdel Malak, CPA, Mme Oda, je m'excuse pour elle, directrice de la vérification interne, d'évaluation des programmes
date 3 décembre, à modèle d'intervention, 3 lignes de défense, audit et plan de pérennité pour En fait, information. Monsieur le commissaire, je peux montrer la première page au témoin, mais je pense pas qu'en fait, c'est une liasse de documents des notes de la DVIEP. Désolé. Et le témoin, à moi, sauf erreur, je pense pas qu'il a participé à toutes les... OK. Non, c'est ça, celle-là, je n'étais pas là, moi, Donc, cette note-là. à la page 155, là, peut-être que vous allez être, Il va pouvoir commenter la note en question. Là. la note en question. C'est parfait. Donc, si on peut aller à la page 155. Donc, on est en décembre 2019. Okay, Note aussi au comité actif-passif. Est-ce que vous avez participé à cette note-là? Oui, je participais toujours à la rédaction des notes, oui. Et si on va au point 9 de cette note-là, donc à la page suivante. Vous pouvez soit vous pouvez le résumer ou en faire la lecture comme vous le souhaitez. Faisons la lecture. Oui, je vais le lire. En décembre 2018, les auditeurs avaient communiqué au présent comité leurs préoccupations quant au taux horaire utilisé par l'Alliance dans sa facturation. Suite aux informations obtenues des différents intervenants au projet, la DVIEP a effectué des analyses qui ont permis de constater la surutilisation du profil expertise de pointe par rapport à la soumission. En effet, pour les 5 dernières années du contrat, la soumission de l'Alliance prévoyait l'utilisation de 10 790 heures pour ce profil au taux horaire de 350 de l'heure. En date du 25 octobre 2019, soit 2 ans et demi après le début du contrat, le projet avait consommé plus de 31 000 heures pour ce profil. Les auditeurs observent également la sous-utilisation des taux les plus bas prévus à la soumission, ce qui contribue à hausser le taux horaire moyen facturé. Ce fait a été porté à l'attention de la direction et un suivi sera effectué par la DVIEP. Parfait. Donc, par le biais de cette note, vous avisez le comité conjoint sur lequel siègent des membres du comité de direction, du conseil d'administration. Exactement. Si on peut revenir à la pièce 26 P96 là, pour terminer sur cette question-là, qui était la pièce précédente, à la page 64. On comprend du document que c'est un procès verbal de rencontre. Est-ce que vous vous souvenez de cette rencontre-là? Oui, je m'en rappelle. J'ai dû quitter 15 minutes avant la fin. Mais oui, je m'en rappelle, oui. Pouvez-vous nous résumer dans votre souvenir là, qu'est-ce qui s'est discuté à cette rencontre-là avec les personnes là, qu'on voit à l'écran? Donc, je peux peut-être nous expliquer. On les a vus là, dans les dernières minutes. Là. En fait, on voulait avoir une rencontre là, parce que là on est en 14 novembre 2019. On voulait faire un tour de roue là, sur justement qu'est-ce qui arrivait là, avec ça, l'utilisation de ces taux-là. Donc, la rencontre portait beaucoup pour ça, pour savoir la compréhension des différentes personnes, entre autres nous, puis au niveau des finances. Donc, là, de mémoire, on a discuté par rapport à ça. Puis, tu sais, au bout de la ligne, pour eux, là, leur conclusion, mais comme que j'ai dit préalablement, mais tu sais, c'était normal. Le contrat, il peut le permettre. Puis, il n'y a rien dans le contrat qui justifie qu'une ressource ne peut pas passer de 82 à 350 de l'heure. Puis, qu'ultimement, le contrat, il est capé. Puis, si jamais il brûle tout le gaz avant, à un moment donné, il va arriver à 458. Puis, il va falloir qu'il livre quand même là, les livrables là, auxquels il s'est engagé. Là. Puis là, nous, c'est sûr que on nage un peu à compte courant. Là, on est comme, oui, mais encore, je veux dire... c'est que là... Sans dénigrer personne, je peux pas passer de commis à intégrateur la même journée. Là. Même si le contrat est capé. Là. Exactement. En termes de gros bon sens. Là. Le gros bon sens, c'est ça. Moi, je suis un gars aussi pragmatique. Puis d'avoir une réponse comme ça, en tout cas, je suis resté sur mon appétit, on va dire ça comme ça. Mais là, à un moment donné, moi, je suis pas décisionnel là-dedans.
j'ai fait mes observations, j'ai livré ce que j'ai observé dans le cadre de mes vérifications. Mais à un moment donné, c'est pas moi qui prends des décisions. Donc, on vit avec ces décisions-là. Là, tu sais. À moins, M. le commissaire, il y ait d'autres questions sur... je vais peut-être laisser le témoin quelques petites dernières questions pour conclure, là, nous parler peut-être un peu plus globalement, outre les problèmes que vous avez soulevés dans votre témoignage, nous expliquer un peu comment se déroulait de manière générale ou comment s'est déroulé pendant toutes ces années-là votre travail de vérificateur au sein de la SAQ. Pour être bien franc, c'est sûr qu'après 5 ans, là, à nager un peu contre courant, forcé d'admettre qu'à un moment donné, ça devient très épuisant. Là, c'est quand même pas une job facile, quoique super importante, là, mais c'est fatigant. Là, quand on est tout le temps en train de trouver des choses qui vont peut-être à l'encontre, puis tout le monde est content, puis c'est correct, il faut dire que ça... Mais encore, le rôle, c'est quand même épuisant, puis tu sais, on a l'impression qu'on a fait beaucoup de travail, tu sais, on a mis beaucoup de professionnalisme là-dedans, puis on croyait en notre rôle. Puis souvent, mais on peut le voir, là, tu sais, des fois, ça prenait 1 an, 1 an et demi, 2 ans, tu sais, ça s'étirait dans le temps là, avant qu'on ait des réponses. Puis encore là, ultimement, c'est que la société ait des meilleurs contrôles là, pour protéger, là, dans ce cas-là, là, la bonne livraison de ce projet-là. Puis initialement, on était bien positionné dans la gouvernance de ce projet-là. Là. Notre rôle était important. Donc, après 5 ans, ben c'était usant, c'était fatigant. Donc, c'est un peu ma raison aussi pourquoi j'ai quitté là, pour la le société. Trésor. Là. Pour le Trésor, exactement. Oui. Vous avez quitté quand encore? Vous l'avez dit en introduction? En septembre 2023, là, je crois. Là. En septembre 2023. Donc, après... après la livraison. La livraison 2. Exact. Puis, tu sais, quand j'ai vu ça dans les médias, tu sais, quand la mise en place de ça, mais veut pas, ça devient réel. Hein, tu sais, c'est comme... Tu travailles là-dessus pendant 50 ans, puis tu sais, tu vois qu'il y a beaucoup de monde quand même qui ont mis beaucoup d'efforts là-dedans. Là, tu sais, c'est que c'est ça. Tu sais, c'était pas le fun là, comme sentiment. C'est que j'ai décidé là, de quitter par rapport à ça. Là. Puis comment se déroulait votre collecte d'informations dans tous ces mandats-là que vous avez fait, votre collecte d'informations auprès des autres divisions là, de la SAQ? C'était quand même... Il y a eu un gradient. Au début, là, la collaboration là, était très là. On participait à toutes les rencontres, il n'y avait aucun problème. Là, mais plus on s'en allait, plus la communication devenait difficile, principalement au niveau du bureau de projet. Là, l'équipe des fonctionnels, il y avait une très bonne collaboration, là, puis ça allait super bien. Mais quand vous dites l'équipe des fonctionnels, peut-être nous expliquer... oui, des fonctionnels, ben c'est l'équipe, en fait, qui s'assure là, de l'intégration de l'outil aux besoins. Dans le fond, c'est les lignes d'affaires, là, les fonctionnels, c'est les lignes d'affaires, là, finalement. Donc, je les rencontrais, c'est avec toutes les team leads là, qu'on voyait, là. Je les rencontrais mensuellement pour voir comment que ça allait. Ça faisait partie de mes procédés d'audit. Là, j'avais pas de problème. Mais tout ce qui était reddition de compte, les dollars, contrats qui étaient faits beaucoup au niveau du bureau de projet, mais là, c'était quand même difficile des fois d'avoir accès à l'information. Puis souvent, il fallait user là, de stratégie pour aller chercher l'information à d'autres endroits pour pouvoir effectuer là, notre travail là, comme auditeur. Là. Avez-vous des exemples de ça? Bien, exemple, des données dans les GPE, les extractions, je passais plus vers une ressource que, oui, était à la VPTI que directement avec le bureau de projet. Puis des fois, on se faisait dire clair et net, là, on n'a pas le temps, il faut livrer, on n'a pas le temps de répondre à vos questions. Ça, on se les dit souvent. Il y avait beaucoup cette notion-là d'urgence pour livrer. Donc, tu sais, on ne se le cachera pas. C'est sûr que les auditeurs, quand on arrive, on pose des questions. Et la phase 2 était retardée 2 fois. Il était dans l'urgence. C'est ça. C'est quoi l'urgence? Là? Mais en tout cas, ça, c'était leur propos qu'ils utilisaient la notion d'urgence. Puis nous, c'est sûr qu'on demande des efforts. Tu sais, quand on pose des questions, des rencontres, c'est sûr que ça peut demander, mais encore là, on fait partie du projet. Puis je pense que c'est important de dire que l'objectif de l'audit interne, c'était objectif et indépendant. Donc, on se doit de poser certaines questions pour nous-mêmes, se faire notre propre idée objectif et indépendante. Donc, oui, ça demande du temps. Là.
Puis avec qui vous interagissiez au niveau du bureau de projet? C'est beaucoup avec Madame Hudon, Monsieur Sylvain Cloutier. Au niveau des externes, il y avait comme un chef là, des PCO là, qui s'appelait... comment il s'appelait donc? Monsieur Mercier, Stéphane Mercier, oui. Donc, lui, j'allais pas voir tous les PCO individuellement, puis il était quand même... Il était beaucoup donc, quand j'avais des questions, mais j'allais voir cette personne-là. Donc, c'est ça. C'était pas mal avec eux que j'interagissais au bureau de programme. Je ne sais pas si M. Després, il y a d'autres choses sur lesquelles vous vouliez attirer l'attention de la commission. Monsieur le commissaire, si vous avez d'autres questions, moi, c'est les questions que j'avais pour le témoin. J'attendrai de voir s'il y a des questions des partis. Procureur général? Oui, j'aurais une ou deux questions, mais si vous permettez, on pourrait prendre la pause, puis au retour, j'aurais fait le ménage pour que ce soit le plus concis Procureur possible. général, la SAC? Moi, j'avais le goût de vous demander, Monsieur le commissaire, de prendre la pause dîner, de reprendre à 1h15. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été révélées. On a un document de 500 pages sous les yeux. Est-ce que ça vient de la SAC, ces documents-là? Oui, il y en a qui viennent de la SAC, mais évidemment, on ne présente pas tout dans l'histoire à l'heure actuelle et on pense qu'il y a des précisions. Écoutez, c'est un casse-tête. On s'entend, là. Je suis un témoin, puis je le redis encore, je vais évaluer l'ensemble de la preuve. Pour l'instant, on a quelque chose. Je vais vous permettre votre droit au contre-interrogatoire, mais je vous laisse jusqu'à midi. À midi, on verra où est-ce qu'on peut aller minimalement le procureur général pour reposer ses questions. Ceci dit, j'ai pas de problème à laisser le procureur général poser ses questions ce matin, là. Mais en ce qui nous concerne, c'est sûr que on a besoin d'un peu de temps. Ce que je vais faire, là, je vais laisser jusqu'à 11h30, ce qui va permettre au procureur général, puis à vous, après ça, de me donner une évaluation. J'imagine on entend 3 auditeurs. Back-à-back, l'ensemble des pièces sont déposées. Alors, il faudrait que j'aille... Une évaluation. Il faudrait que j'aille quand même une estimation. Ouais. Avant de dire que je remets tout à 2 heures. OK? Donc, bon. Vous allez m'emmener une estimation à 11h30. Parfait. Parfait? Merci, Merci. monsieur. Veuillez vous lever, 30 minutes de pause.